Avant que Jules César ne traverse le Rubicon, avant que le nom de Rome ne fasse trembler le monde, il y avait un homme qui dominait la ville avec une arme plus puissante que l'épée, l'argent. Son nom était Marcus Licinius Crassus. Il fut acclamé pour sa ruse, craint pour son ambition et finalement rappelé pour sa fin tragique. Voici l'histoire de l'homme le plus riche de Rome et comment sa soif de gloire l'a conduit à une mort cruelle dans les arènes du désert. Mais pour comprendre sa chute, il faut d'abord connaître son ascension. Crassus est né en 115 AVC JC dans l'une des familles les plus anciennes et prestigieuses de Rome, la gens Licinia. C'était une famille patricienne, c'est-à-dire faisant partie de l'élite héréditaire qui gouvernait Rome depuis ses premiers jours. Son père, Publius Licinius Crassus, fut consul et censeur, des postes qui conféraient non seulement un pouvoir politique, mais aussi une position de grand honneur et respect. Depuis son plus jeune âge, Marcus fut éduqué pour diriger. Il étudia avec les meilleurs rhéteurs, apprit le droit, la philosophie et surtout la stratégie politique. Mais son enfance ne fut pas paisible. Pendant qu'il grandissait, Rome entrait dans l'une de ses périodes les plus turbulentes. À la fin du IIe siècle AVC JC, Rome se divisait en deux factions irréconciliables. D'un côté se trouvaient les populares, qui cherchèrent des réformes pour le peuple, et de l'autre les optimates, défenseurs des privilèges du Sénat et de l'élite. Ces tensions n'étaient pas seulement idéologiques, elles étaient sanglantes. Les rues de Rome se remplissèrent de poignards, d'intrigues et de purges, et au milieu de cette tempête, le jeune Crassus apprit sa première grande leçon. À Rome, la politique ne se faisait pas avec des mots, elle se faisait avec du sang. En 87 avec régime C, tout changea. Le général Caius Marius, chef des populares, prit la ville par la force avec son allié Cinna. Ce qui suivit fut une chasse brutale. Le père de Crassus, défenseur du camp adverse, fut exécuté. Son frère aussi. Les propriétés de la famille furent confisquées. Son nom fut terni. Marcus, à peine âgé de 28 ans, dut fuir pour sauver sa vie. Du jour au lendemain, il passa d'un des héritiers les plus puissants de Rome à un fugitif. Il trouva refuge en Hispanie où sa famille possédait encore des terres. C'est là, en exil, que Crassus montra pour la première fois ce qui allait le rendre légendaire. Il ne se lamenta pas. Il ne chercha pas vengeance immédiatement. Il se concentra sur la reconstruction. En Hispanie, Crassus commença à tisser des alliances. Il engagea des soldats, établit des réseaux d'influence, géra des domaines, et peu à peu, il récupéra une partie de sa fortune d'autrefois. Ce n'était pas la fierté qui le guidait, c'était un objectif clair, revenir à Rome, plus fort que jamais. Son opportunité arriva lorsque le général Lucius Cornelius, Sulla, ennemi de Marius, revint d'Asie avec l'intention de prendre Rome. Crassus ne douta pas une seconde de se ranger à ses côtés. Il apporta des troupes, des contacts et surtout de l'argent. Il savait que si Sulla gagnait, ses ennemis tomberaient et ils pourraient garder tout ce qu'ils avaient laissé derrière eux. La victoire de Sulla fut sanglante, mais décisive. Et pour punir les ennemis du régime, il instaura un mécanisme redoutable. Les proscriptions. C'était une liste noire. Quiconque y figurait était déclaré traître. Il pouvait être exécuté sans procès et ses biens confisqués. C'est là que Crassus fit son coup de maître. Non seulement il soutint les proscriptions, il les finança. Il achetait des propriétés confisquées à des prix ridicules. Maisons, terres, esclaves, villas, palais. Certains jours, il achetait des quartiers entiers de Rome. Pendant que le peuple pleurait, Crassus achetait. Et pendant que le Sénat craignait, Crassus accumulait. Sa fortune devint si immense que personne ne pouvait la calculer avec précision. Certains disent qu'il possédait plus de 200 millions de sesterces, d'autres affirment qu'il possédait un tiers de Rome. Mais Crassus ne s'arrêta pas là. Le feu était un problème récurrent à Rome. Rues étroites, maisons en bois, installations rudimentaires. Et Crassus en fit un autre business. Il fonda sa propre brigade de pompiers privés. Mais ce n'étaient pas des héros, c'étaient des extorqueurs. Quand une maison prenait feu, ils arrivaient, mais pas pour éteindre le feu. Ils proposaient de l'acheter. Si le propriétaire acceptait un prix très bas, alors ils intervenaient. Sinon, ils laissèrent brûler jusqu'aux fondations. Il était impitoyable. Il était brillant. Et c'était légal.
Avec sa fortune déjà consolidée, Crassus ne cherchait pas seulement la richesse. Il voulait quelque chose qui ne s'achetait pas facilement, la reconnaissance. Il voulait le respect de Rome, le prestige militaire, les applaudissements des masses. Mais il lui manquait encore quelque chose, une victoire épique, une guerre, un ennemi à sa hauteur. Et cet ennemi allait arriver. Rome ne craignait pas seulement les invasions extérieures. Elle craignait aussi la rébellion intérieure. Et rien n'effrayait plus que la révolte des esclaves menée par Spartacus, un gladiateur, un esclave, qui rassembla des dizaines de milliers et défia directement le pouvoir de Rome. La ville tremblait et le Sénat était désespéré. Plusieurs légions étaient tombées face à cette armée rebelle. Rome avait besoin d'un homme, quelqu'un qui pourrait arrêter la tempête. Le Sénat regarda vers Crassus. Cet homme qui accumulait des richesses, oui, mais qui avait aussi la réputation d'être discipliné et brutal. Crassus accepta le commandement. Il savait que c'était sa chance de gagner la gloire militaire qui lui manquait. Il prit le contrôle de 40 000 soldats, des légions battues et démoralisées. Il imposa une discipline de fer. Il fit revivre la décimation, une pratique brutale où un déserteur sur 10 était exécuté. La loi de la terreur, mais aussi de l'ordre. Mais Crassus n'était pas seulement cruel, il était stratégique. Il savait que Spartacus était un chef rusé et qu'un choc frontal pouvait être fatal. Alors il opta pour la tactique du siège. Il construisit une fortification bloquant le passage vers le nord, isolant les rebelles au sud. Pendant des mois, la faim et le désespoir minèrent les esclaves. Spartacus tenta à plusieurs reprises de briser le siège, mais fut repoussé. En 71 vers J.C.C., tout arriva à un point critique. Sur les rives du fleuve Saro, Crassus et Spartacus s'affrontèrent dans une bataille qui déciderait du destin de Rome. Bien que Spartacus ait combattu vaillamment, il fut vaincu et tué au combat. Mais son corps ne fut jamais retrouvé, donnant naissance à des légendes. Pour envoyer un message clair et terrifiant, Crassus ordonna la crucifixion de 6000 esclaves survivants le long de la Via Appia. Une démonstration brutale qui montra que Rome ne tolérerait aucun défi. La victoire sur Spartacus propulsa Crassus dans une nouvelle sphère, la politique. Sa fortune et son prestige lui permirent de rivaliser avec d'autres grands comme Pompée. Mais à Rome, le pouvoir ne se partageait pas facilement. Pompée, avec ses triomphes contre les pirates et en Hispanie, était plus populaire. César, bien que jeune, commençait à briller par son charisme et son talent. Pour ne pas rester en arrière, Crassus forma une alliance qui changerait Rome pour toujours. Avec Pompée et César, il créa le premier triumvirat en 60 AVC J.C., une alliance non officielle, mais puissante. Chacun apportait quelque chose d'essentiel. Crassus, l'argent. Pompée la force militaire et César le charisme et le talent politique. Cette alliance leur permit de manipuler le Sénat et la politique romaine en leur faveur. Crassus finança des campagnes et obtint des contrats millionnaires dans les provinces orientales, augmentant encore sa richesse. Mais cette alliance était fragile. Crassus et Pompée ne surmontèrent jamais leur rivalité, et l'ascension irrésistible de César menaçait leur position. Crassus était le moins charismatique, le moins décoré militairement. Il était l'homme de l'argent, ce qui lui attirait jalousie et mépris. Malgré cela, il maintint son influence avec ruse, utilisant richesse et politique pour rester au pouvoir. Cependant, Crassus désirait plus que l'argent et le pouvoir politique. Il voulait une grande victoire militaire qui éclipsât ses rivaux. Il cherchait à prouver qu'il n'était pas qu'un banquier derrière le trône, mais un leader digne de Rome. Ainsi naquit sa campagne ambitieuse et fatale contre l'Empire parthe. Après son succès politique et militaire, Crassus chercha un dernier exploit, conquérir les Parthes. L'Empire parthe était un rival redoutable en Orient, riche et doté d'une armée terrifiante. Pour Crassus, une victoire là-bas signifierait la gloire ultime, capable de rivaliser avec Pompée et César. Mais dès le départ, la campagne fut pleine de doutes et de méfiance. Beaucoup à Rome suspectaient que Crassus cherchait le butin plus que le bien de la République. Même Cicéron critiqua ouvertement son ambition démesurée. En 55 AVC J.C., Crassus fut nommé gouverneur de Syrie, base parfaite pour son offensive. Il rassembla une armée impressionnante. 7 légions, environ 50 000 hommes, plus la cavalerie gauloise et les auxiliaires. Confiant dans la supériorité numérique et la discipline romaine,
Il marcha vers l'est en traversant l'Euphrate. Mais il ignorait qu'il allait affronter un ennemi maîtrisant des tactiques inconnues de Rome. Le commandant Parthe, Suréna, était un génie militaire. Il connaissait les tactiques romaines et utilisa le terrain à son avantage, le désert et les terres arides. Son armée, bien que moins nombreuse, possédait deux armes décisives, la cavalerie lourde, cataphracte, protégée par des armures et capable de charges puissantes, et les archers montés qui tiraient des flèches avec précision tout en galopant, évitant le contact direct. Suréna employa une guerre de mouvement constante, attaquant et se retirant, sans laisser Rome former ses fameuses lignes. Quand Crassus traversa l'Euphrate et rencontra l'armée parthe, le cauchemar commença. Ses légions, habituées aux combats rapprochés, furent bombardées par des flèches implacables. Chaque tentative d'avancer fut stoppée par des charges de cataphractes et une pluie de projectiles. La fatigue, la chaleur et le manque de ravitaillement commencèrent à affecter les troupes romaines. À un moment critique, le fils de Crassus, Publius Licinius Crassus, commandant de la cavalerie, lança une attaque désespérée pour briser les lignes ennemies, mais il fut encerclé et anéanti. La mort de Publius fut un coup dévastateur pour Crassus et ses troupes. Le moral s'effondra. Les légions prises au piège commencèrent à se désorganiser. Des milliers tombèrent ou furent capturés. Sur les 50 000 soldats, plus de 30 000 moururent ou furent prisonniers. Crassus, blessé dans son corps et son esprit, tenta de négocier la retraite. Mais le destin lui réservait la plus cruelle des trahisons. Pendant les négociations, les Parthes trahirent Crassus et le tuèrent. Selon l'historien Plutarque, sa mort fut marquée par une terrible humiliation. Les Parthes versèrent de l'or fondu dans sa bouche, symbolisant sa cupidité insatiable. Une mort qui passa à l'histoire comme la plus grande honte militaire romaine. La défaite et la mort de Crassus secouèrent Rome jusqu'à ses fondations. L'équilibre au sein du triumvirat fut rompu. Sans Crassus pour faire le médiateur, la rivalité entre Pompée et César s'enflamma sans contrôle. Rome s'acheminait vers de nouvelles guerres civiles. La campagne qui aurait dû mener Crassus à la gloire se termina par sa chute et un coup humiliant pour le prestige romain. L'histoire de Crassus est un puissant rappel. L'ambition sans prudence peut transformer l'homme le plus puissant en la victime la plus tragique. L'or peut tout acheter, sauf la loyauté et la victoire certaine. Avec la mort de Crassus, Rome perdit non seulement un général et un magnate, mais aussi le facteur clé équilibrant le pouvoir entre César et Pompée. Sans Crassus pour faire médiateur, les tensions éclatèrent. Pompée, reconnu pour son prestige militaire et sa popularité, commença à consolider un contrôle absolu. César, de plus en plus puissant en Gaule, voyait en Pompée un rival de plus en plus dangereux. Le triumvirat, qui semblait une alliance indestructible, s'effondra rapidement. Rome se dirigeait une fois de plus vers la guerre civile. Bien que Crassus n'ait pas survécu pour voir la fin de la République, son influence demeura. Sa fortune finança des campagnes. Son exemple montra les dangers de l'ambition démesurée. Son histoire servit de leçon pour ceux qui suivirent que le pouvoir sans stratégie peut être éphémère et tragique. De plus, son rôle dans les proscriptions et sa manière impitoyable d'accumuler richesses laissèrent une marque indélébile à Rome. Beaucoup le détestaient, d'autres le craignaient, mais personne ne pouvait l'ignorer. Crassus fut-il un héros, un méchant, ou simplement un homme pris dans le tourbillon de son époque? Sa vie mêle grandeur et tragédie. Il fut un visionnaire qui utilisa l'argent comme arme, un stratège qui comprit le pouvoir économique avant beaucoup d'autres, mais aussi un homme aveuglé par sa cupidité. Au final, son histoire n'est pas seulement un chapitre de Rome, mais une réflexion éternelle sur le pouvoir, l'ambition et la fragilité humaine. Aujourd'hui, plus de 2000 ans plus tard, son histoire reste d'actualité. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour le pouvoir ou la richesse? Quand l'ambition cesse-t-elle d'être une vertu pour devenir un danger? L'histoire de Crassus nous invite à répondre à ces questions. Si cette histoire de pouvoir, gloire et chute vous a captivé, n'oubliez pas de liker pour soutenir ce type de contenu, de vous abonner pour ne pas manquer les prochains chapitres de l'histoire de Rome et d'activer la cloche pour que YouTube vous avertisse à chaque nouvelle vidéo. Je vous laisse aussi ici à l'écran une suggestion d'une autre vidéo que vous allez adorer si vous souhaitez continuer à découvrir les secrets de l'Empire romain. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers le temps. À bientôt dans le prochain épisode.